Le menu ce soir, le Bénin, la manifestation contre le blocage des listes pour les législatives, le Sénégal, la présidentielle, la révélation Sonko ou la jeunesse qui gagne, on va en parler, le Gabon, le retour au bercail du président Ali Bongo et puis le Togo 2020, la candidature de l'ANC met-elle fin à la vie de la C14. Pour en parler ce soir avec moi, Adam Adjranou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir chères téléspectatrices et téléspectateurs de New York. Et Amlicius Ferdinand, juriste. Bonsoir Amlicius. Bonsoir mon cher ami, bonsoir les téléspectateurs, où que vous soyez. On commence avec le Bénin. La police béninoise a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui protestaient lundi à Porto Novo, capitale du Bénin, contre le blocage des listes des principaux partis d'opposition pour les législatives du 28 février prochain à l'appel de l'Union sociale libérale, le parti de l'homme d'affaires et opposant Sébastien Ajavon. Plusieurs milliers de personnes, selon les organisateurs, ont bloqué le pont qui relie les deux principales villes du pays, Cotonou et Porto Novo. Aucun mouvement n'était possible avec des véhicules et des motos alignés sur plus d'une dizaine de kilomètres. C'est ce qu'a déclaré un riverain. L'USL ainsi que de nombreux partis politiques de l'opposition n'ont toujours pas pu inscrire leurs candidats car ils ne sont pas en conformité avec le nouveau code électoral. Et le ministre de l'Intérieur affirme que les documents présentés ne sont pas à jour. Amlicius Ferdinand, un sujet qui vous intéresse beaucoup. Voilà la situation au Bénin et je pense qu'aujourd'hui, c'est le deadline. Une situation que je déplore beaucoup, mais je tiens d'abord à préciser que, sinon à rectifier, que les élections législatives au Bénin, ce n'est pas pour le 28 février, mais plus pour le 28 avril plutôt. Oui, j'ai fait un lapsus. Ceci étant, on a vécu avec nos smartphones hier ce qui s'est passé à Porto. Ce n'était pas un mouvement préconçu, prémédité. C'est juste des jeunes qui se sont rassemblés pour créer tout ce que vous avez vu hier. Spontané, c'est ça? C'était spontané. Et je me demande comment est-ce qu'ils se sont bien organisés en moins de 30 minutes. Déjà autour de 6 heures, les voies étaient barrées. Plus de mouvement en direction des deux villes. De Cotonou à Porto Novo, de Porto Novo, voilà. Donc, bon, la police, dans un premier temps, a été débordée. Ne serait que leur manière forte qu'ils utilisent, le gaz lacrymogène pour faire disperser les gens, mais le bruit a quand même fait écho. Et je peux vous dire déjà que d'autres villes et villages du Bénin ont pris cet envol. Et c'est dommage pour le Bénin. Alors, tout ça parce qu'un certain nombre de partis, dont l'USL, ne sont pas en conformité avec la loi actuelle. Est-ce que ces partis sont des renégats? Quand on n'est pas en conformité, on ne peut qu'appliquer la loi, en fait. On applique la loi quand elle est vraiment une loi légale. Je m'explique. Cette histoire de certificat de conformité n'est inscrit nulle part, aussi bien dans le code électoral, le nouveau code électoral, que dans la charte des partis. Et lorsqu'ils étaient en train d'étudier, je veux dire, les députés de la mouvance qui ont inscrit cette loi à étudier, leurs collègues de l'opposition attiraient leur attention que sur ce fait, sur ce que vous êtes en train de proposer, ça risque de vous retomber là-dessus. Et là, ils ont vu juste. C'est parce que personne ne pouvait bouger que la Cour constitutionnelle s'est impliquée dans cette histoire et a pondu ce certificat de conformité qui n'était connu de personne. Donc ce certificat, on a commencé par parler de ce certificat le 1er février seulement. Et on dit que tous les partis qui doivent compétir doivent avoir ce certificat. Figurez-vous, jusqu'au 18 février dernier, aucun des partis n'a pu l'avoir. Mais vous comprenez, le chef de l'État est en train de piloter deux blocs, les républicains et les progressistes. Personne ne sait pas quelle alchimie, finalement, les deux l'ont eu. On a attribué un autre certificat au PRD, qui est toujours de la mouvance, à un parti qui était né il n'y a pas 6 mois. On me dit qu'il est en conformité. Et à un autre qui se réclame de l'opposition, mais qui n'en est pas un, parce que c'est des
parti, c'est un parti satellite pour faire le jeu un peu comme ça se passe au Togo, je peux le dire. Qu'on nomme parti de l'opposition juste pour dribbler un peu les FCBE, partis pour... voilà. Donc, ceci étant, je ne peux pas dire que les partis n'ont pas tout fait pour être en conformité. Non, parce que ce nouveau document qu'il faut avoir est très contraignant. Mais malgré ça, ils se sont dit, OK, la loi, c'est la loi, qu'elle soit mauvaise, elle est quand même applicable. Mais ils ont tout fait pour être en règle. Aujourd'hui, on leur dit, tel document n'est pas bon. Demain, on leur dit, tel autre n'est pas bon, etc. Jusqu'au jour où on est entré dans la phase éliminatoire, je peux dire, de dépôt des candidatures. Et tant que vous n'avez pas toutes les pièces à jour, votre dossier est rejeté. Vous ne pouvez même pas déposer. D'où cette rencontre-là avec le chef de l'État béninois hier. Et puis, je vous laisse continuer pour que... Madame Atronou, vous suivez aussi la situation au Bénin. Est-ce que vous pensez qu'on est aujourd'hui dans une sorte d'exclusion d'un certain nombre de partis politiques des joutes électorales? Je pense que l'environnement permet de le présager, parce que lorsque vous prenez la palette des réformes introduites par le président Patrice Talon depuis un certain nombre de temps, cela laisse à désirer, et que lorsque vous prenez un peu la nomenclature et l'environnement politique béninois, il y a des situations qu'il faut prendre le temps de pouvoir mûrir avant de les introduire. Parce que vous voyez cette facette d'introduction qu'on a essayé un peu d'introduire dans l'environnement politique béninois, les Béninois n'étaient pas préparés à pouvoir accueillir cela. Et si aujourd'hui, vous prenez un peu les deux pour faire un parallèle entre les partis qui l'ont eu et les partis qui ne l'ont pas eu, vous voyez, c'est de grosses pointures. Ce n'est pas évident que si Patrice Talon, en un moment donné, n'avait pas pris des dispositions pour préparer les partis qui l'ont eu aujourd'hui, qu'il pilote naturellement, comme venait de le dire le doyen, il n'aura pas pu accéder à ce document-là. Donc ça voudrait dire qu'il y a d'abord une intention vraiment préméditée qui permettait d'écarter un certain nombre de partis au détriment de d'autres. Or, vous savez, comme le disait, je pense que un opposant béninois, je pense que Patrice Talon est en train de se tromper d'époque et de pays. Parce que lorsqu'on connaît un peu les mouvements, comment ils se prennent au niveau du Bénin, et le mouvement spontané qu'on a commencé par assister aujourd'hui, ce que ça... Moi, j'ai vu encore les images ce soir-là en venant sur les réseaux sociaux. C'est un mouvement, s'il ne prenait pas garde de faire un peu un recul, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la date butoir, et qui ne prenait pas de recul. Parce que, vous voyez, l'humilité dont a fait cas l'opposition béninoise, moi, je pense que c'est de grande envergure parce que les gens qui sont approchés du président de la République, qui les a reçus, je pense que le pas devait permettre, puisque ce ne sont pas des situations connues. Est-ce que c'est l'opposition qui a fait preuve d'humilité ou c'est le président de la République qui a accepté les recevoir quand même? Non, accepter de les recevoir, parce que en réalité, je pense que les positions sont un peu partagées. D'abord, l'opposition, voulant coûte que coûte accéder à cet ingrédient-là, voulait, d'une manière ou d'une autre, que le président puisse, disons, diviser la poire en deux, ou revoir un peu les différents, ou rallonger peut-être les délais. Ils attendaient à une situation comme telle pour pouvoir permettre à ces partis-là de se présenter. Donc, le président de la République aussi pouvait éventuellement refuser de ne pas les recevoir. C'est un sacrifice aussi qu'il a fait de les recevoir. Mais je pense que de l'autre côté, il ne devait pas quand même... disons, avoir ce refus catégorique-là qu'il a exprimé envers cette opposition-là. Donc, depuis un moment, je pense que réellement, il faudrait quand même que Patrice Talon puisse faire un recul, de pouvoir repenser la situation, parce que le Bénin n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays où les gens tiennent, parce que lorsque les gens se révoltent, c'est difficile, et que je pense que dans cet environnement où la CEDEAO essaie d'une manière ou d'une autre d'éviter des crises dans la sud-région, il ne faut pas en créer davantage. Et parce que ceci peut être réglé par des conciliabules qui pouvaient déjà entamer avec ces opposants-là, que de laisser la situation pourrir, qu'on puisse encore ouvrir d'autres fronts qu'on n'aurait pas voulu dans la CEDEAO. Monsieur, moi j'ai écouté hier le président Patrice Talon, et peut-être pour le résumer, dans son esprit, clairement, c'est dura lex, sed lex. Oui, la loi est dure, durer la loi. Mais dans cet environnement, la loi peut être dure. Mais quand vous êtes le premier magistrat d'une république, vous pouvez essayer, à titre exceptionnel, d'amadouer les choses. Vous ne pouvez pas, au nom de la loi, de cette loi-là en plus, vous savez ce que je veux dire par là, sacrifier tout un pays. Parce que tout partira de là. Je ne suis pas en train de présager un mauvais avenir, une révolte populaire ou quoi. Loin de là. Mais le fait est là, clair. Que je parle ou non, ça va se passer. Et ça a déjà commencé. Vivement qu'ils reviennent
qui fait son rétro-pédalage. Est-ce qu'il le peut après minuit? Aujourd'hui, c'est fini, normalement. Oui, mais bon, étant donné qu'il est le président de la République, c'est parce qu'il est dans un schéma. Et ce schéma-là ne n'arrange pas les Béninois. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas vouloir compétir en voulant exclure certaines personnes. Ça ne s'est jamais passé au Bénin, qu'on élimine avec les tests des partis pour les empêcher d'aller aux élections. C'est la première fois. Il avait dit et il est en train de le mettre en pratique. Ce n'est pas normal. Les Béninois ne sont pas prêts pour ça. Ils ne sont pas d'accord pour accepter cela. Et si tant est qu'il est un compétiteur né, comme il se plaît bien à le dire, il n'a qu'à ouvrir la scène, il n'a qu'à ouvrir la compétition pour que tout le monde y soit. Mais de quoi il a peur? De quoi a-t-il peur? Et je vous dis, je l'avais déjà dit ici, l'opposition va battre les deux blocs du président de la République à plate couture. C'est moi qui vous le dis. C'est de ça qu'il a peur. Parce que souvent, quand il voit à la télé, avec le rapport que lui font ces sbires qui vont filmer et tout, lorsqu'il voit les déplacements dans chaque région du pays de l'ancien président Yahya Boni, mais c'est époustouflant. Ça craint. Ça craint. Et tel que ce n'est pas seulement un déplacement de foule ou de quelques individus curieux qui veulent aller revoir leur ancien président. Non, c'est parce qu'ils ont ras-le-bol et qui crient même au secours, Yahya Boni, au secours, revenez-nous, revenez-nous. Les gens ont suscité sa candidature, bien que sachant que avec ce qu'il a commencé à faire là, il sera candidat. Et Talon même sait que s'il est candidat, il sera la deuxième personnalité de l'État. J'aime prévoir ce genre de schéma, mais voilà que, bon, Talon est en train de tout foutre en l'air. Et franchement, que son héritier lui parle et que son épouse, qu'il dit est médecin, lui parle pour qu'on n'en arrive pas là, quoi. Parce qu'on est sur une pente très glissante, hein, très glissante. Donc, personne ne peut présager de quoi demain sera fait. Oui, mais Adam, ce qu'on sait aussi, c'est que ceux qui sont généralement au pouvoir, quelles que soient peut-être les prédictions d'Amnisius Ferdinand, ils ont toujours une longueur d'avance. Oui, naturellement, parce que vous savez, même le deuxième round de Yahya Boni n'a pas été aussi facile. C'était pratiquement les mêmes reproches qui étaient donc orchestrés envers Yahya Boni, tant bien même qu'il n'a pas introduit des lois liberticides qui écartaient quelque chose. Mais quand même, on a senti qu'il y avait un ras de bol au niveau des Béninois qu'ils criaient d'ailleurs. Mais voilà pourquoi d'ailleurs même certains essayaient même de prédire disons son échec lors des secondes. Il a utilisé un peu la méthode forte pour pouvoir donc se maintenir au pouvoir, parce que tout le monde avait créé. Or, aujourd'hui, même avec le premier magistère de Patrice Talon, c'était pire que le deuxième magistère de Yahya Boni. Donc, vous voyez déjà l'écart est bien consommé, que je pense que... Mais ce que, quand même, Yahya Boni, Patrice Talon n'a pas pu faire, c'est que la mobilisation à l'annonce même de cette mesure-là, la mobilisation, vous avez spontanément... Toute l'opposition s'est réunie, donc donné une conférence de presse qui aurait quand même l'orienté à pouvoir reculer ou à prendre d'autres dispositions pour les PM. Parce que les gens ont senti à un moment donné qu'ils voulaient utiliser le pouvoir contre les adversaires en les écartant carrément pour avoir la voie libre. Or, c'était lui ça. Il y a des positions qu'il a pris, qui le rattrape aujourd'hui. Il n'avait pas voulu se présenter. Il faisait son one-man show de candidature unique. Et ce qu'il fait souvent. Maintenant, étant donné qu'il est arrivé, qu'il sait que vraiment au niveau de la base, il n'a plus tellement, la popularité n'est plus ce qu'elle a connu dès qu'elle était arrivée. Donc il faut utiliser d'autres méthodes pour pouvoir, lorsque sa candidature venait d'être annoncée, qu'il puisse quand même se maintenir. C'est un peu le schéma dans lequel se trouve Patrice Talon aujourd'hui. Je pense que c'est regrettable et qu'il devait forcément, puisque si cette loi-là, il essayait quand même de verrouiller les choses et que cette journée passait et qu'on n'entendait rien, je pense que le Bénin, nous risquons d'avoir dans les semaines à venir une situation qu'on ne souhaiterait pas pour ce pays-là. Tout à fait. La situation actuelle, c'est que l'USL et les FCBE n'ont pas ce certificat de conformité. Il n'y a pas que les deux. Il y a aussi le parti Restaurer l'espoir de candidat Azanaï qui l'a même porté au pouvoir. C'est là le plus grave. Mais qu'il a quitté aussi après. Oui, qu'il a quitté. En politique, ça se paye cash. Ça se paye cash, je sais. Il a quitté parce que, disait-il, Khalid Azanaï, que Patrice Talon déviait de son programme. Donc il a quitté. Mais hier, au palais de la justice et de la République, il a eu à lui dire que l'argent ne peut pas tout faire, monsieur le Président. Je propose à monsieur de garder le fil de votre développement. Nous allons sonner la première pause. Elle est très courte.